Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. On est ensemble pendant 28 minutes pour parler transition écologique, énergétique et sociétale. Pour commencer, on reprend la route avec le chef d'entreprise et conférencier Amancio Sampaio. Il nous propose, vous le savez, régulièrement un tour du monde des idées et des bonnes pratiques à partager. On va parler des protéines du futur, juste après ces titres. Emmanuel Macron a annoncé un plan de relance du nucléaire en France. On le décortique avec l'ancien ministre de l'Environnement, Brice Lalonde, qui publie un livre pour défendre le climat en sortant des idées reçues. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble la start-up Bell & Care et ses espaces de beauté pour les femmes atteintes de cancer. Mais d'abord, on part en voyage tout de suite avec Amancio. Bonjour Amancio, heureux de vous retrouver. C'est notre premier rendez-vous 2022, donc heureux de vous retrouver sur le plateau de Smart Impact. Donc, nouvelle étape de votre tour du monde, vous nous présentez ces tendances qui transforment nos façons de consommer et on va démarrer avec les alternatives à la viande. Oui, bonjour Thomas. Salut. C'est vrai que c'est un sujet vraiment d'actualité parce qu'il y a un besoin pressant en fait, de développer ces alternatives aux protéines. Et pour faire très simple, c'est qu'à l'horizon 2050, la population de la planète va atteindre 10 milliards de personnes. Cela va demander en fait une augmentation de la demande des denrées alimentaires de plus de 50%. Ouais. Donc avec cette augmentation de la demande, avec de nouvelles diètes, et en plus de ça, avec l'urgence climatique, il est un terrain fertile en fait, pour développer les nouvelles protéines. Oui, effectivement, on pointe l'impact carbone des élevages et on peut lier ça aussi aux arguments qui concernent le bien-être animal. Ben voilà, c'est tous ces éléments ensemble. Et là, vous venez de rajouter encore deux qui font pousser vraiment le développement de la catégorie. Aujourd'hui, elle est chiffrée à environ 14 milliards de dollars en valeur de marché. Oui. Et on croit que ça va atteindre 11% du marché total de protéines à l'horizon 2035. C'est que c'est énorme en fait comme potentiel de croissance parce que juste pour vous donner une référence, le marché de la viande à lui tout seul, ça représente 1,3 milliards de dollars et en plus de produits laitiers, encore 800 milliards de dollars. Donc on voit déjà le potentiel de tous ces croissances. Puisqu'on part de 14 milliards, vous l'avez dit, pour les protéines alternatives, donc évidemment des opportunités, de belles opportunités pour les entreprises. Ah oui, absolument. Et là, les entreprises, il y a un vrai engouement ces dernières années parce que la croissance, elle est accélérée. Et ces entreprises, elles sont vraiment motivées pour le potentiel de croissance et aussi la possibilité d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la nutrition. Là, il y a vraiment beaucoup d'activités. On peut catégoriser ces entreprises dans 4 groupes, plus ou moins. Oui. Les premiers, les plus grands, c'est là qu'il y a vraiment un peu partout. C'est déjà les produits à base végétale. Oui. En fait, les défis qu'ils ont, c'est de réduire l'écart qu'il existe de goût, de texture avec les produits à base animale. Et là, nous avons discuté récemment, par exemple, les startups suédoises Oatly, qui fait des produits qui peuvent passer au remplacement du lait. Et aussi dans la viande, là, il y a une multitude de recettes, des entreprises. Et on peut nommer ici Rapivore, qui sont les anciens nouveaux fermiers qui sont très actifs dans les marchés français. C'est ça, les nouveaux fermiers rebaptisés Apivore. Alors, ils commencent à être familiers pour nous, ces nouveaux produits, mais là, on parlait des aliments à origine végétale, mais il y a des sources de protéines encore, on va dire, peu conventionnelles, c'est ça ? Ouais, voilà, ça veut dire la R&D, elle est très active pour trouver de nouvelles formules pour développer des produits qui sont acceptables pour les consommateurs. Ouais. Il y a 2 domaines assez intéressants qui évoluent actuellement, c'est la fermentation et la culture des cellules. Alors, on commence par la fermentation. Voilà, la fermentation, c'est-à-dire on va utiliser de micro-organismes pour produire de la protéine à large échelle. Cette protéine-là va être utilisée comme ingrédient principal ou secondaire dans des recettes de nouveaux produits, toujours en cherchant en fait réduire les écarts avec la protéine animale. Là, comme exemple, nous avons une start-up israélienne, Remilk, qui a produit la protéine du lait sans avoir la vache. Ouais. Et aussi, il y a une start-up américaine qui a fait un produit assez intéressant, en fait, s'appelle Every Company, qui fait le blanc d'œuf en séparation de poulet. Ok, donc ça c'était pour la fermentation. Il y a aussi la culture de cellules, c'est ça ? Voilà, la culture de cellules, à la base, on va utiliser les cellules animales qu'on va mettre dans un moyen riche en nutriments pour fabriquer, disons, de la viande à large échelle. Ça sera une vraie transformation de l'industrie. C'est encore dans les premiers pas.
Il y aura quelques années, en fait, pour réduire le coût de ces produits et aussi améliorer les écarts de goût. Par contre, il y a des produits qui commencent à arriver déjà sur le marché. Par exemple, à Singapour, il y a une entreprise qui s'appelle Just Eat, qui a eu les approbations des gouvernements pour pouvoir commercialiser. Et là, ils ont mis en vente des produits de poulet qui s'en passent en fait de l'oiseau. Alors, vous nous avez proposé 4 groupes. On a fait les aliments à origine végétale, fermentation, culture de cellules. On va venir aux insectes. C'est drôle parce qu'on a reçu il y a peu de temps Antoine Hubert, qui est le patron d'Insect. C'est vraiment une protéine alternative prometteuse. Ouais, vous êtes vraiment à la pointe de tout ce qui touche l'impact, Thomas. Oui. C'est exactement ça que j'allais mentionner, les insectes, parce qu'il y a vraiment une capacité, une qualité nutritionnelle très élevée, avec une bonne absorption des organismes aussi. La question, c'est que ce n'était pas diffusé vraiment dans la culture occidentale. Donc, le défi, c'est de faire évoluer les cadres réglementaires et aussi les goûts des consommateurs. Et là, c'est clair que, justement, l'entreprise Insect, ils sont vraiment à la pointe aujourd'hui, ils sont les leaders mondiaux dans ce domaine. Oui, donc on a une entreprise française, peut-être licorne, on n'est pas tout à fait sûr de la valorisation, mais qui en devient vraiment un acteur majeur du secteur. La tendance du végétarien, du vegan, sont vraiment des tendances qui gagnent du terrain. Mais il y a la question vous l'avez un peu évoqué, psychologique, quoi. Comment convaincre les consommateurs de passer à ces sources de protéines alternatives? Ouais, c'est vrai que dans tous ces produits innovants, il faut vraiment faire attention et toujours garder en tête que les clients sont rois. Bah oui. Et aujourd'hui, pour devenir vraiment un produit de consommation de masse, il faut vraiment pouvoir amener 3 points essentiels, que c'est vraiment le goût, la texture et les prix. Ça, c'est les critères de base des consommateurs pour faire ce choix, suivis certainement par des produits qui ont moins d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est important, c'est les vrais défis de ces entreprises, parce qu'à la fin, les consommateurs, il peut même essayer par curiosité un produit, mais il va racheter seulement s'il trouve satisfaction. Oui, et puis il y a l'argument quand même de l'impact positif. Ça, c'est un argument important, j'imagine. Ah oui, ben, c'est central en fait, mais c'est encore secondaire. Oui. Au premier. Oui, il y a d'abord le goût, la texture, le prix. Ça, c'est plus important. Ça, c'est très important. Et là, c'est clair que les fabricants actuellement de ces produits innovateurs, ils mettent en valeur l'impact positif pour l'environnement. Par contre, il peut exister encore des questionnements. Et je peux expliquer en fait au niveau de la nutrition et de l'impact sur l'environnement. Dès la nutrition, c'est clair que ces nouvelles protéines ne sont pas exactement identiques à la protéine animale. Donc, il peut y avoir des écarts. Deuxièmement, il y a certains produits qui sont hautement transformés et avec beaucoup d'additifs. Et ça peut poser des questions. D'autre part aussi, sur l'impact environnemental, on va devoir regarder sur le long terme aussi l'impact sur toute la chaîne des valeurs. Parce qu'il faut être sûr aussi qu'en amont, déjà au niveau agricole, il n'y a pas un impact environnemental sur la biodiversité. Et ensuite aussi de pouvoir calculer tout l'impact énergétique en fait de ces nouveaux produits. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on finira par totalement remplacer la viande? J'espère que votre réponse est non, parce que j'en mange moins qu'avant, mais quand même un bon steak de temps en temps, c'est pas mal. Un flexitarien comme moi, en plus, moi je crois pas. Je crois pas que ça va remplacer. Je crois que c'est vraiment complémentaire. Nous avons parlé maintenant de cette question des alternatives pour remplacer de la viande, mais en parallèle aussi, il y a toute la filière de la protéine animale qui est en train de travailler à la réparation. Donc on parle de remplacement-réparation. Réparation, ça veut dire amélioration de toute la chaîne de production pour avoir plus d'efficacité dans la production et donc moins d'impact. Et c'est là, avec le produit de remplacement, plus une amélioration de la chaîne de la protéine animale, on peut créer un cercle vertueux en fait, pour avoir un meilleur impact pour nous, pour la nutrition et pour la planète. Merci beaucoup, Amancio Sampaio. Merci. Comme on va dire chaque mois, si on y arrive, dans Smart Impact. À très vite, en tout cas, pour un nouveau thème. L'émission continue avec mon invité, Brice Lalonde. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez « Excusez-moi de vous déranger pour défendre le climat. Sortons des idées reçues ». C'est aux éditions de l'Aube. On va évidemment en parler longuement. L'une de vos propositions, c'est d'investir dans l'électrification en modernisant notre énergie nucléaire. Alors, moi, plusieurs fois entendu ce discours sur ce plateau. C'est le choix le plus cohérent ? Oui.
C'est cohérent, surtout parce que la France a ce savoir-faire, cette tradition dans cette industrie. Ouais. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dedans, profitons-en. Et puis, si vous voulez, la question du changement climatique, c'est quand même une question extrêmement grave et extrêmement lourde. C'est pour tout le monde. Et la façon de s'en sortir, semble-t-il, moi, en tous les cas, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec les entreprises, donc pas avec le blabla, vraiment les entreprises qui sont dans les mains dans le cambouis. Il faut électrifier. Pourquoi est-ce qu'il faut électrifier ? Tout simplement parce que l'électricité, on peut la produire sans brûler du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, avec les renouvelables et avec le nucléaire. Donc allons-y, et on commence, on voit bien avec les voitures. Regardez, les voitures légères, c'est commencé l'électrification. Ouais. Et c'est partout pareil, il faut électrifier aussi dans les maisons, etc. Bon, il n'y aura pas que l'électricité, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi la chaleur, tout simplement, hein, les chauffe-eau solaires, les pompes à chaleur, tout ça. Il faut le faire, si vous voulez. Et c'est passionnant pour l'industrie, ça y est, elle s'y met, l'industrie, mais évidemment, c'est pas si simple, c'est compliqué, ça coûte. Mais si on ne le fait pas maintenant, on sera trop tard, quoi. Ouais. Et on va rentrer dans le détail de ce que les entreprises peuvent faire. Mais j'ai une question un peu personnelle. Le jeune Brice Lalonde, militant anti-nucléaire, ou celui qui était ministre de l'Environnement dans les années 90, fin 80-90, il vous entendrait aujourd'hui? Il se dirait quoi? Non, le ministre, non, parce que j'ai changé d'avis, alors je suis obligé de le dire, oui, c'est vrai, je me suis trompé, mais en même temps... Non, mais à l'époque, on ne parlait pas du changement climatique, ou très peu. Et donc, c'est en 88 que j'ai commencé à me poser des questions. En 88... Donc, quand vous êtes nommé ministre, d'ailleurs, juste, oui, juste avant d'être nommé ministre, parce qu'on a fondé le GIEC, le groupe des scientifiques. En 88, il y a eu un été extrêmement chaud. Tout le monde s'interrogeait. Il y a un gars qui s'appelait Hansen, un scientifique américain, il a témoigné devant le Sénat. À l'époque, se copinait avec Al Gore, etc. Et ils nous ont dit, mais vous vous rendez pas compte, on est en train de changer le climat. Alors à ce moment-là, je me suis dit, oula, peut-être qu'on a quand même besoin du nucléaire. Et donc quand j'étais ministre, je n'ai pas arrêté le nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais avec Michel Rocard et d'autres. Je me suis passionné pour tout ça, mais je ne suis pas devenu pro-nucléaire, mais j'ai arrêté d'être anti-nucléaire. Ouais. On entend souvent ceux qui ne voudraient pas faire grand-chose dire « Ah, mais de toute façon, la France pèse rien dans le bilan mondial des émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être sortir un peu de nos frontières et penser européen? Oui, absolument. C'est là que se joue l'enjeu, quoi. Oui, c'est là que se joue l'enjeu, je pense. Hein. Alors, on voit bien que c'est compliqué, les autres pays. Regardez les États-Unis... Un jour, moi je me souviens, Obama a dit « Allez, on va y aller sur le climat ». Le lendemain, c'est Trump qui dit « Le climat, ça n'existe pas ». Là, de nouveau, c'est Biden « Allez, on y va sur le climat ». Il a du mal à faire passer ses lois et on attend que Trump revienne. Alors évidemment, donc, vous voyez, on n'y croit pas trop aux États-Unis. Mais l'Europe, oui. Et elle est capable de le faire, l'Europe. Alors évidemment, on s'engueule entre Allemands et Français sur le nucléaire, sur tout ça. Mais elle est capable de le faire. Et si l'Europe le fait, à ce moment-là, les autres continents diront « Ah !» Ils le font, donc c'est possible, on va le faire aussi. Mais alors, vous en parliez, on s'engueule entre Français et Allemands. La grande question, c'était la taxonomie verte. Je rappelle que la classification des secteurs en fonction de leur impact pour flécher les financements. Et il y a eu un enjeu, est-ce qu'on met le nucléaire, est-ce qu'on met le gaz? Moi, finalement, on a satisfait et les Français et les Allemands. Mais le nucléaire sous conditions, ça veut dire quoi? C'est quoi les conditions? Est-ce que ça peut freiner le développement ou le redéploiement du nucléaire en France? Alors... On verra bien parce que ça va se négocier tout ça et les avis changeront parce qu'on est bien obligé de voir la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut absolument arrêter le pétrole, le gaz et le gaz aussi, quoi. Et la difficulté pour les Allemands, c'est que les Allemands ont décidé à la suite, sur l'émotion, d'arrêter le nucléaire. Maintenant, ils sont obligés d'importer du gaz russe. Ouais. Alors évidemment, le gaz russe, bon, parfait, mais simplement, ça veut dire qu'on va dépendre de la Russie. Et la France, non, parce qu'avec son industrie nationale, elle est souveraine dans l'énergie. Donc, si vous voulez, cette discussion, bon, elle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut à la fois les renouvelables et le nucléaire. Donc, il faut arrêter de s'engueuler. Il faut les deux. Parce que le problème, c'est pas le nucléaire. Le problème, c'est le pétrole. Voilà le problème. Notre ennemi, si vous voulez, l'ennemi du climat, c'est le pétrole. Et je vous signale qu'ailleurs que le pétrole, quand on va chercher du pétrole, on se met d'accord avec des régimes qui sont pas très sympathiques. On finit par... Cet argent du pétrole, il va finir par financer je ne sais pas qui. Quand même, il faut faire attention. Donc, si vous voulez, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut y aller. Alors, le nucléaire, c'est pas parfait. Ben non. Essayons de l'améliorer. Moi, par exemple, je suis passionné par quelque chose qui s'appelle la transmutation. Ça veut dire que les déchets nucléaires, on peut réduire leur durée. On peut travailler là-dessus.
On ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais faisons-le. Le nucléaire, ce n'est pas figé pour l'éternité, une catastrophe épouvantable. Non, ça peut s'améliorer. Donc il y a des étapes, il y a une histoire. Et je pense qu'il faut être optimiste. Et moi, je suis très frappé de ça. Les jeunes, maintenant, ils ont peur de l'avenir. Il faut donner confiance dans l'avenir, dans le savoir-faire, dans les cerveaux. Regardez, il y a 7 milliards d'humains. Ça fait 7 milliards de cerveaux interconnectés. Il y a quand même de quoi faire avec ça. Faisons confiance au génie humain. Oui. Si on revient au plan français annoncé par Emmanuel Macron, 6 nouveaux réacteurs PR2 d'ici 2050, 8 réacteurs supplémentaires à l'étude et une première mise en service à l'horizon 2035. Ça, c'est ce qu'on espère, parce qu'on a peut-être en tête quelques exemples récents de délais et de factures qui ont explosé. Emmanuel Macron, il aura commencé son quinquennat en fermant la centrale nucléaire de Fessenheim. Une grosse bêtise. Et oui, et alors c'était une promesse de son prédécesseur, mais bon, peut-être qu'il aurait pu prendre une décision différente, mais il termine son quinquennat en annonçant la construction de nouveaux réacteurs. Pourquoi il change de pied? Parce que l'opinion change de pied? Comment vous l'expliquez, vous? Parce que il faut se rendre à l'évidence, tout simplement. Il y a un principe de réalité, quoi. Il y a un principe de réalité, parce que si vous voulez, les renouvelables, c'est très très bien, mais quand il n'y a pas de soleil pour le solaire, c'est moins bien, et quand il n'y a pas de vent pour les éoliennes, c'est moins bien. Donc à un moment donné, le réalisme, la réalité, c'est il faut quelque chose qui prenne le relais des renouvelables quand il n'y a pas de vent ni de soleil. C'est tellement simple à comprendre, quoi. Et si vous voulez, on ne peut pas du jour au lendemain passer à un système complètement différent. Ça prend du temps. Les centrales nucléaires, par exemple, elles sont là pour durer 60 ans. Donc la soudure, elle va se faire avec l'allongement de la durée d'exploitation des centrales, à condition que la sécurité soit parfaite, si vous voulez. Et puis les nouvelles, mais en même temps avec les autres sources d'énergie. Moi, je vais vous dire, le solaire, c'est la plus belle des sources d'énergie, l'énergie solaire. Parce que c'est extraordinaire de penser que la lumière, tapant sur une couche de métal, va tout d'un coup se transformer en électricité. Simplement, ça ne fait pas beaucoup d'énergie. Vous voyez? Et alors, il faut couvrir des surfaces considérables. Mais je pense que ça va s'améliorer. Et on a en France des capacités dans le solaire qu'on n'a pas assez exploitées non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut avoir confiance dans les entreprises. Et je pense que c'est ça qui me différencie de mes anciens copains ou de mes copains verts. Ils n'aiment pas les entreprises. Enfin, sans les entreprises, on n'arrivera à rien, quoi. Oui, puis alors, vous êtes au bon endroit pour le dire. Et on montre ici à quel point, effectivement, le levier des entreprises est en train de se mettre en œuvre et joue un vrai rôle dans cette transition écologique, énergétique. Vous présidez, Brice Lalonde, l'association Équilibre des énergies, et vous faites des propositions pour la présidentielle. La première des propositions, j'ai vu la liste, c'est la rénovation énergétique des logements et des bâtiments. Pourquoi vous l'avez mis en tête de liste? Alors, le bâtiment, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans notre pays. On aimerait peut-être bien que ce soit l'industrie, mais elle est partie en Chine ou ailleurs, donc il faut certainement que l'industrie revienne. Hein. Mais le bâtiment, oui, on a un parc de bâtiments anciens, il n'est pas très bien isolé, il y a beaucoup de chaudières au pétrole, enfin au fuel si vous voulez, et donc il faut remplacer tout ça, donc il faut le faire sérieusement. Et je pense que ça commence par la formation des artisans. On n'a pas assez d'artisans, et dans la plupart de nos domaines, comme ils disent les Américains, on n'a pas assez de petits hommes bleus, des travailleurs, quoi. Donc il y a un énorme effort de formation à faire pour la transition. Même les garagistes, ils savent pas réparer les voitures électriques, etc. Donc les bâtiments, oui, il faut à la fois isoler le toit, surtout. C'est pas la peine de transformer les bâtiments en bouteilles thermos. Moi, je défends le droit d'ouvrir les fenêtres, d'écouter le chant des oiseaux, d'aérer, etc. Mais il faut isoler les toits, il faut changer le combustible. Si vous avez une chaudière au fioul, il faut passer à la pompe à chaleur ou à autre chose, ou au chauffage électrique. Et il faut piloter, parce que maintenant on a le numérique. Donc l'arrivée du numérique, le numérique est un allié de la transition écologique. Ça permet d'économiser, ça permet d'ajuster. Et par exemple, les nouveaux modes de chauffage, si vous ouvrez la fenêtre, le radiateur s'arrête, parce qu'il a vu que vous ouvrez la fenêtre, etc. C'est extraordinaire la finesse, si vous voulez, la précision qu'on est capable de faire maintenant. Donc oui, on commence par les bâtiments, mais on a également les transports. Et par exemple, l'avion. Eh bien, on peut, et ça commence maintenant, même à Dunkerque. On va récupérer le CO2 qui est notre problème. Le CO2, c'est ce gaz qui réchauffe l'atmosphère. Eh bien, au lieu de le laisser partir comme un déchet, on va le capturer et on va l'utiliser et on va le transformer avec de l'hydrogène. Donc, il faut produire de l'hydrogène vert, hein, attention. Et on va mélanger tout ça et on va faire des carburants pour avions. Des carburants totalement neutres. Donc, si vous voulez... Tout est possible, simplement, il faut s'y mettre. On parlait de la campagne présidentielle.
Comment vous expliquez que ces thématiques-là dont on parle soient pas au cœur de la campagne? On a l'impression que ce ne sont pas les thèmes de transition environnementale ou sociétale qui rythment la campagne. Comment vous l'expliquez? Ça m'embête, je ne comprends pas bien. J'ai une explication qui n'est peut-être pas très sympathique pour les candidats, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Donc, si vous voulez... Même Yannick Jadot, qui est le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, il s'est trompé. L'ancien directeur des campagnes de Greenpeace, il connaît ces thèmes-là quand même. Non, parce qu'il est d'abord antinucléaire. Il est resté antinucléaire. Et pour le parti vert, les Verts, je suis désolé d'avoir à le dire, ils ont toujours considéré que le nucléaire, c'était pire que le changement climatique. C'était avant le changement climatique. Ils ont du mal à changer. C'est un logiciel qui... Ancien, c'est un logiciel ancien et allemand, c'est ça? Exactement. Et ça vient des Verts allemands qui ont théorisé ça les premiers. Et en même temps, il y a un accord. Tout le monde est d'accord pour dire, mais oui, c'est vrai, le changement climatique. Tout le monde est d'accord. Simplement, la difficulté commence, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, c'est là que mon association ou d'autres, les entreprises, sont là pour les aider à comprendre ce qu'il faut faire. Alors, il peut y avoir un désaccord. La droite va dire, c'est le marché qui va régler le problème. La gauche va dire, c'est l'État qui va réglementer. Bon, c'est classique. Mais très bien, allez-y. Parce que c'est très important que les Français arbitrent. On a besoin d'aide. Regardez, les voitures électriques, ça coûte cher. Mais les premières voitures électriques d'occasion, il y a plein de Zoé d'occasion, ça commence, c'est moins cher. Comment fait-on? Les bornes de recharge, il n'y en a pas assez. Comment est-ce qu'on met les bornes de recharge dans les immeubles collectifs? Qui est d'accord pour payer? Est-ce qu'il faut l'Assemblée générale et l'unanimité? Enfin, tout ça, c'est des détails tellement importants. Les bornes de recharge, est-ce qu'on peut les payer avec sa carte de crédit partout en Europe? Tous ces détails sont absolument essentiels pour que ça fonctionne bien. Vous parliez des consommateurs, finalement, de l'usage, mais l'un des enjeux, c'est l'acceptabilité. Certainement. Et c'est vraiment très important. On le voit, par exemple, sur les projets de parcs éoliens, terrestres ou maritimes. Il y a souvent... pas dire toujours, mais souvent, des freins, des associations. Comment rendre cette transition acceptable? C'est vrai aussi pour le nucléaire, d'ailleurs. Quand Emmanuel Macron dit 6 nouveaux réacteurs, il va falloir trouver des emplacements. 14, en fait, il dit, parce que 6 et 8. 6 et 8. Et peut-être qu'il en faudra 50. Hein, donc mais donc, il va falloir des emplacements. Oui, absolument, mais c'est vrai, c'était très important. D'abord, il y a une régionalisation importante, parce que les lois nouvelles ont donné aux régions une grande compétence sur les transports, sur tout ça. Et donc, il faut vraiment discuter à l'échelon régional avec tout le monde pour savoir ce dont on a besoin. Il y a aussi un côté européen, puisque s'il n'y a pas de vent dans un coin, il y en a peut-être dans l'autre, donc on va interconnecter. Oui, mais enfin, sauf que localement, est-ce que je veux de la centrale nucléaire ou du parc éolien à ma porte? Mais il faut accepter la discussion et il faut surtout accepter l'idée que ce n'est pas parfait. Que les éoliennes, ça fait du bruit, oui, bien sûr, ça fait du béton, comment on va faire, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces questions sont très importantes. Et puis, alors, pas simplement l'acceptabilité, mais par exemple, on a besoin de lithium. Vous savez, c'est un métal pour faire les batteries. Et donc, ça commence à coûter cher. Hein, ça a augmenté de 5%, ou je sais pas, 500%. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des mines en France. Il faut refaire des mines en France. Et donc là, vous allez voir le débat. Oh là là, pas chez moi. Oui, c'est vrai tout ça. Donc il faut discuter, il faut mettre sur la table, et il faut dire, écoutez, si on n'y arrive pas, vous croyez que le changement climatique va vous épargner? Ben non. Merci beaucoup Brice Lalonde. Excusez-moi de vous déranger, c'est le titre de votre livre publié aux éditions de l'Aube pour défendre le climat. Sortons des idées reçues. Merci encore. Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Et la start-up du jour s'appelle Bell & Care. Bonjour Sandrine Koulibaly, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Bell & Care. C'était quoi votre idée de départ? Alors, Bell & Care, c'est un espace d'atelier beauté pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer. D'accord, donc vous êtes infirmière de formation, c'est ça? C'est ça. Vous continuez de pratiquer, vous en êtes où? Ou alors vous êtes consacrée à 100% dans le lancement de Bell & Care? Alors effectivement, j'ai arrêté de travailler depuis l'année dernière, ça fait 1 an, pour me consacrer à ce projet Bell & Care, donc qui existe, en tout cas qui est né depuis plus de 9 ans, on va dire. Ah oui, cette idée, elle est née il y a longtemps. Donc, vous avez côtoyé des malades. Vous avez vu l'importance des soins de beauté pour les malades, notamment les femmes qui sont frappées par le cancer? Oui, je l'ai vu parce que, on le sait tous, les effets secondaires des traitements, ils causent... ce qu'on voit en premier, ça va être l'alopécie, donc la perte des cheveux, des cils, des sourcils. Et c'est vrai que chez la femme, ça touche directement à l'image corporelle,
ça fait un changement, ça fait un choc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment touchée. Et il faut savoir qu'en dehors, je suis également coiffeuse et maquilleuse. Donc l'univers de la beauté de la femme, c'est quelque chose que j'aime depuis toute petite. Oui. Voilà, donc je fais des prestations de beauté. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces femmes-là. Mais alors, je pose une question très concrète. Est-ce qu'il faut apprendre à se maquiller différemment ou réapprendre à se maquiller quand on souffre d'un cancer? Alors, je vais dire apprendre ou réapprendre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui savent déjà le faire. Mais quand on a perdu tous les traits qui dessinent son visage, c'est nouveau, donc il faut vraiment réapprendre. Et la particularité, c'est que les femmes-là, elles ont une peau très sensible et qu'elles ne peuvent pas utiliser n'importe quel produit cosmétique. Pourquoi? Parce que la peau devient plus fine, plus sensible? La peau devient très fragile. D'accord. C'est-à-dire que n'importe quel produit qui peut être nocif va pouvoir causer des problèmes de peau à ces femmes, en plus de ce qu'elles ont déjà. Parce que la chimiothérapie, ça cause aussi des sécheresses cutanées, des muqueuses. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires. Et l'idée, c'est de proposer des produits sains pour ces femmes-là. Oui. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet espace beauté? Comment ça va fonctionner? Alors comment ça va fonctionner? L'idée, c'est de permettre à ces femmes de renouer avec elles-mêmes. Donc au fait, il y aura un professionnel de la beauté, donc ça sera sous forme d'atelier. On va dire 10 personnes maximum pour rendre quand même convivial. On va leur montrer les gestes, donc elles auront chacune un miroir avec des spots. Elles vont apprendre à se maquiller vraiment pour être lumineuses pendant toute la période des traitements. Et donc, au fait, elles seront actrices. Parce que c'est vrai que ce qui se fait déjà, il y a des associations qui font pour elles. Là, l'idée, c'est qu'elles fassent elles-mêmes pour elles-mêmes, de manière à renouer avec elles-mêmes, qu'elles puissent se dire « Ok, c'est vrai, il y a la maladie, mais malgré tout, j'ai envie de rester féminine. » Donc, elles vont faire elles-mêmes pour elles-mêmes. Alors, vous en êtes toutes de ce projet? Vous cherchez encore des partenaires? On est à quelle étape de Bell & Care? Alors, on est à quelle étape? Donc, Bell & Care existe déjà, elle est déjà immatriculée. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un local. Voilà, j'ai besoin d'un local assez spacieux parce que voilà, il y aura l'espace d'atelier beauté, il y aura l'espace pour la confection de perruques parce qu'il y a ce qui est assez nouveau, c'est qu'elles vont confectionner elles-mêmes leurs propres perruques. Voilà. Et puis il faut aussi un salon cosy. L'idée, c'est qu'il y ait un salon cosy, qu'elles puissent avoir un espace pour pouvoir échanger entre elles parce que être malade, en tout cas avoir cette maladie-là, il y a beaucoup de solitude. Et même si l'entourage est présent, l'entourage accompagne, l'entourage soutient, l'entourage ne comprend pas vraiment ce qu'elles vivent. Et le fait de se retrouver entre elles, des femmes qui ont le même problème, la même maladie, elles se comprendront, elles vont pouvoir discuter en toute liberté, sans filtre, pleurer si elles ont envie. Enfin, vous voyez vraiment un espace libre qui n'a rien à voir avec le milieu hospitalier. Parce que ce salon cosy, je le vois, cosy, avec des poufs, des plaids, une petite musique, un endroit où elles vont oublier un peu l'hôpital, où elles vont oublier la chimio, les prises de sang, les examens, toutes ces choses, et un endroit où elles seront des femmes avant d'être malades. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter Bell & Care. Bon vent à vous, Sandrine Coulibaly. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, Mani Pezech à la réalisation, et puis au son, ils étaient deux, Saïd Mamou et Héloïse Merlin. Salut, à très vite.